peut observer éventuellement, bien sûr, photographier à l'aide d'une monture, d'un télescope ou d'une lunette. En général, ils sont très étendus et peu lumineux, donc ils sont rarement visibles à l'œil nu, à part quelques-uns, mais ils sont accessibles, bien sûr, avec des jumelles. Alors, on va y trouver donc des amas stellaires. Dans les amas stellaires, vous avez deux groupes, les amas ouverts, les amas globulaires. Ensuite, on verra un peu les nébuleuses. Alors là, il y a un petit peu de variété. Dans les nébuleuses diffuses, on a deux sortes, des nébuleuses en émission et des nébuleuses par réflexion. Et puis, un peu plus connues, des nébuleuses planétaires et des nébuleuses obscures. Ensuite, on fera un petit tour dans les galaxies. Alors là, vous verrez, il y a aussi différentes galaxies. Et en dernier, on fera un petit coup d'œil rapide au quasar, au pulsar, au blazar, au magnétar et au trou noir. Et puis, on verra rapidement les comètes et les astérismes. Alors, les amas stellaires. Donc, qu'est-ce qu'un amas stellaire? Je pense que vous savez tous ce que c'est. Une concentration d'étoiles, donc, qui en général sont nées d'un même nuage moléculaire, et elles sont liées entre elles par la gravitation. Donc, ces étoiles-là, elles ont le même âge et elles ont la même composition chimique. Leur dimension, donc, assez étendue, elles peuvent atteindre 200 parsecs. Donc, j'ai fait un tout petit rappel en dessous, là, pour ceux qui ne connaissent pas ce qu'est un parsec. Donc, un parsec, c'est 3,2616 années-lumière. Et une année-lumière correspond à peu près à 9460 milliards de kilomètres. Ça, c'était juste un petit rappel au passage. Donc, vous avez une superbe image là à droite d'un amas stellaire dans la Tarentule. Ça, c'est une photo qui a été faite par la NASA. Donc, dans les amas, vous avez les amas globulaires. Donc, les amas globulaires, c'est quoi? D'abord, c'est très joli. Enfin, moi, je trouve que ce sont de très beaux objets. Donc, c'est un amas stellaire qui est très dense. On le voit d'ailleurs sur cette photo. Ils ont une densité nettement plus élevée que celle des amas ouverts. Il y a un certain nombre d'étoiles, on le voit là. Il y a environ 160 amas globulaires recensés dans notre galaxie. Donc, ils sont formés de nombreuses étoiles, en moyenne une centaine de milliers d'étoiles. C'est énorme quand même. Et elles sont âgées d'au moins 10 milliards d'années. Elles se sont probablement formées en même temps que leur galaxie hôte. Alors, ces amas sont distribués dans une sphère orbitant autour du centre galactique. Leur taille varie d'une vingtaine à quelques centaines d'années-lumière. Alors, je vous en ai cité quelques-uns, il y en a bien plus, M2, M5, M4, M80. En ce moment, je crois qu'on doit voir M92. Je crois que c'est d'actualité. Et le plus grand de tous, c'est Oméga du Centaure. Je pense que vous en avez entendu parler, il est magnifique. C'est NGC 5139 qui se trouve dans l'hémisphère sud et qui, celui-ci, est visible à l'œil nu. Donc, sa dimension fait le double de celle de la Lune et sa masse est de plusieurs millions de masses solaires. C'est un bel amas. Je vous ai mis un petit lien en dessous, là, on va cliquer dessus, je pense que ça va fonctionner. Non, si tu t'es mis juste, si tu as partagé ton écran sur l'application. Vous le voyez là? Non, on ne le voit pas parce que tu as dû partager l'écran que sur l'application. Ah. Donc, on ne le voit pas. Pas de chance. Bon, pas grave. Je vais revenir. Alors, Oméga du Centaure est probablement un bulbe de galaxie naine. Possible. Donc, vous avez le lien en bas pour aller le voir. C'est une photo de Didier. C'est Didier qui l'a réalisée, cette photo.
Et ça vaut la peine d'aller voir parce il est très beau. Ensuite, vous avez les amas ouverts. Donc, un amas ouvert est un amas stellaire qui contient de quelques dizaines à quelques milliers d'étoiles qui sont formées donc dans les nuages moléculaires galactiques. Ces étoiles sont nées dans la même région et elles sont de la même composition chimique. Elles sont liées entre elles également par la gravité. Leur masse n'est pas importante, n'est pas assez importante pour que ces étoiles restent groupées plus de quelques centaines de millions d'années. Donc, les étoiles, au fil du temps, s'éparpillent pour se fondre dans une population stellaire locale et former, bien sûr, un amas d'étoiles. Donc, je vous en ai mis une ou deux. Là, M45, qui est très connue dans le Taureau, et M38, donc dans le Cocher. Donc, ce sont deux photos qui ont été réalisées, l'une par Georges et l'autre par Robert. Ensuite, on va trouver les nébuleuses planétaires. Ce sont des objets bien connus également. Il y en a à peu près, c'est toujours approximatif, 1500 dans notre galaxie. Donc, c'est une nébuleuse en émission constituée d'une coquille de gaz en expansion, que l'on voit très très bien ici, bien évidemment, éjectée d'une étoile en fin de vie et en transition de l'état de géante rouge à l'état de naine blanche. Donc, c'est un objet qui se transforme, en fait. Quand une petite étoile, donc à peu près de moins de 8 masses solaires, donc a consommé son hydrogène et son hélium, elle a son cœur qui s'effondre et ça forme une naine blanche. Et à ce moment-là, les couches externes sont expulsées par la pression de radiation. Donc, elles ont une durée de vie très courte. Leur âge, en général, ne dépasse pas 50 000 ans. Donc, ici, vous avez M27, qui est très connue, la nébuleuse de l'Alter. Et ça, c'est Olivier B. qui nous a fait cette jolie photo. Si je vais trop vite, vous me le dites. Alors, voilà le processus de formation donc, de ces nébuleuses. Donc, l'étoile, elle reste stable pendant les 90% de sa vie à peu près. Et bien sûr, quand elle a mangé tout son hydrogène, en fait, et que sa consommation n'est plus possible, seules les forces gravitationnelles restent en présence. Donc, elles compriment le cœur de l'étoile. La température augmente alors jusqu'à peu près 100 millions de degrés Kelvin et les noyaux d'hélium commencent à fusionner dans le cœur pour former ce qu'on appelle des éléments plus lourds, tels que le carbone. On dit que l'hélium brûle. Et à ce stade, les parties externes de l'étoile commencent à se dilater. Voilà, ça c'est le processus de formation des nébuleuses. Est-ce que vous voyez bien sur la droite mon écran? Oui, oui, j'ai l'impression, oui. Oui. On voit bien la photo, parce que c'est ça dont tu parles. Oui, parce que quand j'ai du texte à droite, il est tronqué, c'est pour ça que… Non, ça a l'air d'être bon. Ça va, très bien. S'il y a un cadre blanc tout autour, on ne voit pas la partie droite du cadre. Oui, c'est ça. J'aurais dû cadrer différemment. Alors, les nébuleuses diffuses. Donc, ce sont des nuages de matière interstellaire qui sont dispersés, constitués de gaz, notamment d'hydrogène et de poussière. Donc, elles se distinguent par leurs émissions lumineuses. À contrario, bien sûr, de ce qu'on appelle les nébuleuses obscures. On verra tout à l'heure. Donc, vous avez deux catégories de nébuleuses diffuses, donc les nébuleuses en émission et les nébuleuses par réflexion. Donc là, vous avez M42, que vous connaissez bien, voilà.
Donc, celle-ci, elle est à la fois en émission et par réflexion. Et puis, vous avez également en dessous une jolie photo de Dominique, là, qui fait 2177. Donc, c'est une nébuleuse dans la constellation des Grands Chiens. Donc, pour ces nébuleuses diffuses, voilà. Donc là, on arrive dans les nébuleuses en émission, ou ce qu'on appelle des régions H2, hydrogène ionisé. Donc, vous avez deux magnifiques photos, la rosette par Hervé, et puis ce qu'on appelle la chauve-souris par Christopher, dans ces faits. Donc, ces nébuleuses en émission, ce sont des gaz, ce sont des nuages de gaz ionisés, donc qui absorbent la lumière d'une étoile chaude à proximité et la réémettent sous forme de couleurs variées à des énergies beaucoup plus basses. Donc, on dit parmi elles, donc les régions H2 sont d'importants centres de création d'étoiles et elles s'étendent parfois sur plusieurs années-lumière, ces nébuleuses. Je ne vais pas trop vite? C'est bon. Non, ça va. Merci. Alors, ensuite, vous avez les nébuleuses par réflexion. Alors là, vous avez la nébuleuse de l'Iris, qui a été faite par Marc. Donc, ces nébuleuses par réflexion, en fait, ce sont également des nuages de poussière qui réfléchissent la lumière d'une ou plusieurs étoiles voisines, mais pas assez chaudes pour causer l'ionisation des gaz, comme les nébuleuses en émission. Par contre, elles sont assez lumineuses, donc pour permettre une dispersion suffisante et rendre la poussière visible. Donc, la distinction entre ces deux types de nébuleuses a été faite par Edwin Hubble en 1922. Et les nébuleuses par réflexion sont souvent bleues. Ce sont des emplacements de formation d'étoiles également. Donc ça, c'est Iris. Alors voilà des nébuleuses obscures. Donc vous avez LDN 1622 dans Orion, qui a été faite par Dom. Dom, il aime bien faire les nébuleuses obscures. Et puis ici en haut, vous avez une photo aussi qui a été faite par Michel, Bernard 72. Donc c'est la nébuleuse du serpent dans Ophiuchus. Donc on voit bien, on voit bien ces masses noires. Vous voyez ici, et donc les étoiles ne percent pas à travers ces masses de poussière en fait. Donc ce sont des nébuleuses obscures ou encore nébuleuses d'absorption. On voit largement les zones de poussière, hein, et elles semblent se concentrer en grands nuages qui apparaissent en région pauvre en étoiles. Voilà. Les grandes nébuleuses obscures peuvent contenir jusqu'à 100 masses solaires de poussière, ce qui est quand même pas mal. Alors, ici, je vous ai mis quelques nébuleuses que vous pouvez observer dans notre logiciel Célestarium. Je ne les ai pas toutes mises, hein, j'en ai mis quelques-unes. Donc, je vous ai mis le nom de la nébuleuse et puis la constellation dans laquelle elle se trouve. Vous pouvez aller faire un petit tour sur notre site et vous verrez, il y a de très jolies photos. Alors maintenant, on va passer aux amas de galaxies et aux galaxies. Alors bien sûr, là, je vous ai mis M31, je ne vous la présente plus, celle-ci. Hein. Ça, c'est une photo assez ancienne de Jean-Luc. Je crois qu'il en a refait depuis. Alors, les amas de galaxies. Donc là, je vous présente Abel 1689 hein, dans la Vierge, qui se trouve à peu près donc, à 2 milliards d'années-lumière. J'ai choisi celui-ci parce que c'est l'un des amas les plus grands et les plus massifs. Donc, effectivement, ça, c'est une photo de la NASA. Si vous vous amusez à compter toutes les petites galaxies qui apparaissent, là, il y en a énormément.
Alors, maintenant, on va passer aux différents types de galaxies. On va commencer par la plus connue, la galaxie spirale. Donc, elles contiennent plusieurs centaines de milliards d'étoiles, une quantité importante de gaz et de poussière, bien sûr, et elles adoptent une forme aplatie, une forme de disque, et avec un renflement central sphérique qui se trouve au centre, bien évidemment, lumineux, qu'on appelle le bulbe. Donc, ces galaxies spirales, bah, oui, on parle du bulbe, on voit bien la forme de la galaxie, voilà. Ici, on distingue donc les bras de la galaxie. Plusieurs bras, même, on a 2 ou 3, qui émergent du bulbe, et on y trouve en général des étoiles jeunes. D'ailleurs, c'est toutes les petites étoiles roses que vous voyez là, voilà, sont des pouponnières d'étoiles, de jeunes étoiles. Et l'ensemble des étoiles est en rotation. Donc ça, c'est une galaxie qui a été photographiée par Arnaud dans la constellation des Chenchas. Alors, ensuite, vous avez les spirales barrées. Alors, les spirales barrées, elles ressemblent aux galaxies spirales. La différence, c'est qu'elles ont une barre au milieu, ici, là, et les bras spiraux n'émergent pas du centre de la galaxie, mais des extrémités d'une barre, de la barre, en fait, constituée d'une bande d'étoiles traversant ce centre. Donc, la Voie lactée serait une galaxie spirale barrée. Pourquoi serait? Parce que c'est variable, en fait. Les scientifiques qui étudient notre galaxie se sont aperçus que les bras se lient et se délient, en fait, de la barre au fil de dizaines de millions d'années. Voilà, ça a été étudié donc, dans une université de Surrey. Il y avait une nouvelle étude qui a été publiée, que je vous ai mis ici, là, sur la Royal Astronomical Society d'Oxford. Donc, je vous ai mis un petit lien en dessous, vous pourrez aller lire si ça vous intéresse. Je ne me suis pas repenchée sur ces articles. Je ne sais pas s'il y a des nouveautés, mais c'est quand même très intéressant d'aller lire cet article. Donc là, vous avez la galaxie du Fourneau. C'est une photo qui a été faite par Arnaud. Alors, des galaxies peut-être un peu moins sympathiques, on va dire. Ce sont des galaxies elliptiques, donc qui regroupent beaucoup d'étoiles, quelques milliards. Elles sont supposées être le produit final de la fusion de 2 galaxies. Et le mouvement des étoiles est très aléatoire. Donc, elles ont une très petite structure interne et la densité des étoiles diminue doucement du centre qui est très, très lumineux, comme on voit ici, là, vers les bords qui sont plutôt diffus. Donc, ces galaxies contiennent une faible proportion de matière et de gaz interstellaire. Et en général, elles sont constituées de vieilles étoiles. Donc ici, vous avez M87 dans la Vierge. Voilà. C'est une belle galaxie elliptique. Ensuite, on va voir donc les galaxies lenticulaires. Donc, elles représentent la transition entre une galaxie elliptique et spirale dans la séquence de Hubble. Elles ressemblent à des galaxies spirales, mais elles sont dénuées de bras, en fait. Elles possèdent un bulbe galactique, on le voit là, d'une taille beaucoup plus importante que celui d'une galaxie spirale standard. Et ces lenticulaires, donc, ont perdu ou transformé la majorité de leur matière interstellaire. Donc, on y observe que très peu de formation d'étoiles et elles peuvent par contre contenir une grande quantité de poussière. D'ailleurs, c'est ce qu'on voit là autour, la petite bande sombre, là, voilà, c'est de la poussière. Donc ici, je vous ai mis M104, c'est une photo d'Olivier, Olivier B.
Alors, toujours dans les galaxies, donc, on va passer aux galaxies naines. Donc là, je vous en ai présenté deux. Il y a IC10 là dans Cassiopée. Voilà. Et il y a deux photos. Donc une de Nicolas Wouters et puis l'autre, c'est. Ben, je ne sais plus. Ça doit être peut-être une image de. Je ne sais pas. Je ne me souviens plus où je l'ai prise, celle-ci. Mais bon, c'est pas grave. Alors, ces galaxies naines, elles sont composées d'un nombre relativement faible d'étoiles. Dans la Voie lactée, il y en a à peu près une trentaine connues, à peu près, voilà, qui gravitent autour de notre Voie lactée. Ces objets sont de faible brillance, sont plutôt diffus, donc difficiles à détecter. Et comment elle présente plusieurs morphologies différentes. Voilà, c'est ça. Donc, vous avez des galaxies naines elliptiques et d'autres qui sont plus ou moins sphéroïdales. Vous en avez qui sont irrégulières et vous en avez qui sont de forme spirale. Donc, les nuages de Magellan sont des galaxies naines irrégulières et ce sont les plus importants. Les deux plus petites sont donc une galaxie naine qui se trouve dans la Carène et puis une seconde dans le Lion, 2. Alors là, on va passer aux galaxies régulières. Alors celle-ci, je la trouve très, très, très jolie. Une GC 1427A dans Éridan. Donc là, on voit bien, hein, aucune forme. Hein. Ça ne ressemble pas du tout à celle que nous venons de voir. Donc, ce sont des galaxies qui ne montrent aucune structure régulière. Hein. Pour ces raisons, elles sont classées à part dans la classification de Hubble et elles ne possèdent aucune caractéristique des galaxies spirales ou elliptiques, ça se voit. Elles sont généralement des galaxies naines et elles contiennent de 10 millions à 1 milliard d'étoiles à peu près. Donc, leur petite taille les rend difficiles à détecter. Elles orbitent souvent autour de galaxies plus grosses, notamment les galaxies spirales. Et cette irrégularité peut résulter de plusieurs phénomènes, en fait. Soit la fusion de galaxies de taille semblable, ou une déformation sous l'effet d'une influence gravitationnelle d'une voisine qui est beaucoup plus massive. Donc,